Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 débat. Lutter contre les déserts médicaux, c'est l'un des objectifs du gouvernement et de la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn. De plus en plus de Français sont confrontés à cette réalité territoriale. La situation s'aggrave en France. Les initiatives locales, elles, tentent de pallier le manque dans le département des Yvelines. Plusieurs communes et zones sont touchées par ce manque de médecins généralistes. Alors comment faire face et mettre fin aux déserts médicaux? Comment redynamiser les territoires qui se vident de leurs professionnels de santé? Faut-il attirer de nouveaux médecins dans le département? Quid des maisons de santé? On en discute et en débat ce soir avec en plateau Dr Michel Villiers-Moriamé. Vous êtes médecin généraliste à Guyancourt et membre de l'association AM3V, l'amicale des médecins des trois villages. Vous êtes avec cette association à l'origine de la première maison médicale de garde de Montigny-le-Bretonneux. Et Joséphine Colmansberger, vous êtes maire de Plaisir et première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Docteur Villiers-Moriamé, lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques, il y a comme un léger paradoxe. La France n'a jamais compté autant de médecins. Plus de 200 000 praticiens recensés en début de cette année 2017. Et pourtant, les déserts médicaux persistent et s'étendent même dans les zones, dans les grandes zones urbaines. Alors, où est l'erreur? Quel est le problème? Le problème est complexe. Une partie de l'explication vient des années où le numerus clausus a été extrêmement bas. Il est aujourd'hui remonté énormément. On ne peut pas le remonter plus au risque de mettre les hôpitaux et les universités en difficulté. Donc, il y a eu toutes ces années de numerus clausus bas. Il y a la féminisation de la profession. Il y a le fait que les générations actuelles ne veulent plus travailler de la même façon que travaillaient les anciennes générations avec des journées de 12 heures et des carrières extrêmement lourdes. Et donc aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes ne veulent plus ce type d'exercice. Il y a aussi des éléments qui sont liés à la façon dont les Français prennent en charge leur santé aujourd'hui. Ils la prennent en charge de mieux en mieux. Il y a un vieillissement de la population avec de plus en plus de maladies chroniques par rapport à mon exercice, moi, il y a 30 ans, quand je me suis installé, où la demande de soins était une demande de soins curatifs proches. Maintenant, dans l'immense majorité des cas, ce sont des prises en charge au long cours de maladies lourdes, de maladies complexes et pour lesquelles il faut revoir les gens régulièrement avec des suivis. Et tout cet exercice-là est très différent. Ce sont des consultations beaucoup plus compliquées à mener pour le médecin, qui lui prennent plus de temps et dans lesquelles la prévention aussi a pris une place très importante. Donc pour moi, c'est tous ces ensembles-là qui font que notre système de santé est en crise et qu'il va falloir apprendre tous ensemble à le faire évoluer pour le meilleur soin de la population. Joséphine Colmansberger, un système de santé en crise. La ville de Plaisir fait face depuis quelques mois à une pénurie également de médecins généralistes. Ça vous semble inédit ou c'était prévisible selon vous? Oui, c'était certainement prévisible, mais pas de façon aussi rapide. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs éléments, et je rejoins le docteur quand il évoque toute une série d'éléments qui véritablement impactent cette problématique. Mais il est clair aussi qu'il y a un phénomène qui est un phénomène vieillissant, bien sûr, des médecins aussi. Beaucoup de départs à la retraite. Oui, il y a le papy boom aussi, ou la mamie boom. Et puis aussi, cette problématique qui n'est pas une problématique en soi, mais c'est de mettre aux normes tous les locaux où sont installés les médecins. Et par exemple, sur Plaisir, où nous avions énormément de maisons médicales privées, et bien depuis quelques années, avec la nouvelle loi qui est passée sur la DAP, il s'avère qu'aujourd'hui, des propriétaires privés ou même des médecins eux-mêmes ne souhaitent pas ou ne peuvent pas, dans le contexte, réhabiliter tous ces espaces-là. Mettre aux normes pour répondre justement à ces nouvelles maladies chroniques? Pas forcément. Pour l'accessibilité handicap, puisqu'aujourd'hui, vous savez que tous les bâtiments doivent être remis aux normes, que ce soit les bâtiments publics, mais également les bâtiments privés qui accueillent du public. Donc on se retrouve dans une vraie problématique, et non seulement, et je vous rejoins quand vous dites, docteur, qu'il va falloir s'adapter ou que la société s'adapte, mais la population aussi devra malheureusement, je dirais, s'adapter à un autre mode de fonctionnement. On avait l'habitude, je vous donne un exemple, à Plaisir dans les années 80,
90, nous avions plus de 24 médecins généralistes. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une dizaine. Donc cette proximité attendue par la patientèle est complexe parce qu'aujourd'hui, on ne peut presque pas encore imaginer qu'on puisse faire quelques kilomètres pour aller chez un médecin. Ça nous paraît complètement aberrant. Et comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on attire de nouveaux médecins dans les communes ? Alors, la première chose, moi je suis aussi enseignant à la faculté responsable du recrutement de maîtres de stage. La première chose, c'est de favoriser, d'améliorer ce recrutement. Dans la nouvelle formation des médecins généralistes, ils auront 1 an de formation en médecine générale, plus un premier stage lors des premières années lorsqu'ils sont externes. Grâce à ça, l'approche de la médecine générale et la qualité de la formation des futurs généralistes va être bien meilleure. Hein. Et je pense que s'il y a... Vous préconisez des stages, par exemple, dans des zones rurales ? Pourquoi pas ? Oui. Un des messages les plus importants, à mon avis, c'est par rapport aux collègues et par rapport à tous les patients potentiels, d'aller voir leur médecin. Comment vous n'êtes pas maître de stage ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que si le médecin devient même de stage, eh ben peut-être que quand il arrêtera son activité parce qu'il sera usé et qu'il sera à l'âge de partir, peut-être que quelqu'un prendra la relève. Hein ? Là, aujourd'hui, nos pistes de recrutement, c'est des jeunes qui sortent de la faculté et qui restent en contact avec nous et qui commencent à former les jeunes avec nous en devenant tuteurs, etc. Et aussi des plus âgés à qui on vend ce message. Ne restez pas seul, vous êtes débordés, c'est vrai, vous ne le serez pas plus en ayant un jeune qui en plus va vous redonner de la joie d'exercer. Hein, et donc, on donne ce message à nos étudiants, on donne ce message aux patients. Allez demander à votre médecin de se former pour devenir maître de stage. Il n'a pas du tout la fibre enseignante, ok, mais autrement, c'est une chance pour lui et une chance pour les patients. On voit par exemple une ville comme Trappes, qui est une ville qui a subi exactement la même chute démographique que Plaisir et que toutes les communes de la ville nouvelle, parce que tous les médecins se sont installés en même temps et ils ont tous en moyenne 57-58 ans. Hein, et bien, sur cette commune, il y a une maison médicale en formation, il y a 4 jeunes médecins qui sont en train de s'installer et de former un pôle avec des paramédicaux. Grâce à cette maison médicale pluriprofessionnelle, il va y avoir... médicale, c'est une solution ? Il va y avoir des partages de tâches. Il va y avoir du coup des tâches que les médecins vont pouvoir déléguer à l'infirmière. Il va y avoir du coup du temps médecin qui va être restauré parce qu'il y aura moins de temps administratif pour le médecin. Ce n'est pas la solution, c'est un élément qui peut permettre que les jeunes médecins, ils réclament beaucoup de travailler dans ce style de structure pour avoir du temps libre, pour avoir du temps en famille, pour pouvoir prendre des congés. Et donc, c'est un effort qui est en cours sur la ville nouvelle, hein, puisqu'il y a eu et c'est ce que la vous préparation. Mettre en place à Plaisir, oui. Tout à fait, c'est-à-dire que nous, notre rôle en tant qu'élus, c'est déjà d'enlever ce côté anxiogène de la population. Ce sont vraiment les premières demandes aujourd'hui que nous avons en tant que maire, les uns et les autres, hein, sur « mais Madame le maire, que faites-vous ? Que faites-vous » Eh bien, on essaye de faire des choses, mais on n'a pas tout en main. On n'a pas la capacité, je dirais, en tant que médecin. Sur Plaisir, on a la création aujourd'hui d'une maison médicale qui se met en place, qui est privée. La ville a mis à disposition de ses médecins un terrain en centre-ville véritablement pour pouvoir créer cela. Et actuellement, après 3 réunions avec des médecins et des pharmaciens également, parce qu'on a voulu les mettre dans la boucle, parce qu'ils sont impactés aussi par ça, on a souhaité parler de ce fameux projet, qui est un projet de maison médicalisée, comme vous évoquiez, docteur, sur le fait d'un projet, puisque vous savez que le département aujourd'hui accompagne ce projet de façon plus que conséquente, puisqu'il accompagne l'investissement de façon globale et aussi le fonctionnement en mettant en place, je dirais, cet accompagnement à ce que vous évoquiez sur l'administratif qui est si lourd pour les médecins, avec un secrétariat, bien sûr pour les rendez-vous, mais aussi pour accompagner sur l'administratif. Il nous faut 2 médecins pour démarrer cette maison médicalisée. C'est une condition sine qua non, dont un médecin généraliste. Et actuellement, suite aux 3 réunions que j'ai faites, j'espère véritablement avoir un retour pour lancer ce projet sur Plaisir, puisque voilà, on se bat tous ensemble. Oui, il y a plusieurs se battent tous ensemble. Justement, il y a plusieurs maisons médicales qui se sont ouvertes dans le département.
Est-ce qu'on peut mutualiser les efforts pour justement répondre de manière globale, en tout cas sur le territoire yvelinois? Il y a déjà depuis des années, il y a une fédération des maisons et des pôles de santé. Depuis des années, il y a un partenariat avec l'ARS. Grâce à ça, des maisons qui se créent et qui respectent un certain nombre de normes. Agence régionale de santé. Merci. Et qui, grâce à ça, vont permettre que des professionnels se regroupent, qu'ils recréent une offre de soins, et notamment de soins de proximité qui ne soient pas à 3 semaines, 1 mois. Et à partir de là, il y a des financements pour la coordination de ces structures qui obligatoirement coûtent un petit peu plus cher qu'un cabinet libéral où nous, on fait tout, quoi. On change nos ampoules, on renouvelle le matériel, on s'occupe de tout par nous-mêmes, quoi. Et donc là, il va y avoir des structures différentes et avec en plus le fait d'être dans un même lieu de travail, de partager des temps de concertation autour du patient. Ça, c'est très important. Pour avoir des rémunérations spécifiques de l'Agence régionale de santé, il va falloir qu'il y ait des réunions pluriprofessionnelles où on va partir des cas qui nous posent problème à plusieurs et où on va du coup apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, déléguer des tâches et être plus au service du patient. Alors très rapidement, il nous reste 2 minutes d'émission. Joséphine Coleman-Berger, j'aimerais, selon vous, l'avenir est aux jeunes et aux futurs médecins diplômés. Comment leur transmettre cette envie d'exercer et de s'installer dans ces zones qui sont aujourd'hui désertées par la profession? Comment leur donner envie de rester Oui, mais en préambule, c'est de dire que quand on est allé les rencontrer, parce que je suis venue les rencontrer ici, et on nous a dit, ce que disait le docteur précédemment, c'est que leur vie, comme ils l'envisagent dans les années qui viennent, n'est pas du tout la même que celle précédemment. Donc ils souhaitent autre chose. Et je crois que le partenariat avec les élus, le partenariat avec ces maisons médicalisées, pour montrer qu'à l'intérieur, on va y travailler différemment, qu'il va y avoir ces collaborations que vous évoquez, c'est à nous de faire passer le message. Bien sûr, aux professionnels, aux enseignants qui sont à l'université, mais aussi à nous les élus, pour dire qu'on est là aussi pour accompagner les maisons médicalisées et aussi un accompagnement, par exemple, avec les promoteurs. Les promoteurs, sur plaisir, moi je leur demande expressément de prévoir des cellules pour accueillir des médecins en bas d'immeuble. Et c'est quelque chose que j'impose pratiquement, pour justement leur apporter tout ce confort-là. Je crois qu'on doit travailler beaucoup plus en collaboration. Ça a été un monde très privé, très fermé peut-être à un moment donné, et pas du tout en lien avec nous les élus, mais on est là, il faut absolument que vous le sachiez. Voilà, mais je crois que vous le savez, vous, docteur. Docteur Michel Villiers-Moriamé, juste un dernier mot de conclusion. Il faut que, et c'est une de nos responsabilités, donner envie aux jeunes de s'installer, qu'ils découvrent et qu'ils voient que cet exercice est extrêmement riche et très gratifiant et qu'on peut tout à fait gagner correctement sa vie et qu'on peut être très heureux en étant médecin généraliste. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Fin du 7-8 débat ce soir consacré aux déserts médicaux. L'émission est à revoir sur notre site internet et à commenter sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.